à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous irons sur le navire André Malraux à quai en ce moment même dans le port de Fontvieille. La présentation de la nouvelle monoplace électrique Venturi, elle vient d'être dévoilée dans les jardins du Palais. Direction New York où le souverain a inauguré un salon dédié à la princesse Grace dans la toute nouvelle boutique Cartier. Un ouvrage vient d'être présenté au Théâtre des Variétés par le professeur de Lumelay. Il s'agit d'une publication portant sur la grotte du Cavillon. Nous vous proposerons une plongée au cœur du marathon de lecture organisé dans le cadre de la Fondation Prince-Pierre. Les archives audiovisuelles de Monaco viennent de lever le voile sur leur programme de la saison 2016-2017. Et enfin, musique avec David Zink, qui dans le cadre des Tunes et Live Sessions se produira au Grimaldi Forum ce jeudi. Mais avant cela, partons sur l'eau et allons à la découverte du navire André Malraux qui navigue actuellement sous le pavillon France. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, est monté à bord. Reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Navire français d'exploration et de recherche, l'André Malraux est affecté au service du DRASM, le département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines créé par André Malraux, alors ministre dans les années 60. Actuellement dans le port de Fontvieille, il a reçu la visite du souverain qui a pu découvrir ses multiples caractéristiques. Il a pour vocation de dresser l'inventaire, l'étude, réaliser la valorisation de tout ce qui relève du patrimoine immergé, qui, comme chacun sait, est vraiment le patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire tout ce qui présente un intérêt historique, archéologique ou artistique et qui se trouve consigné, c'est des pages de mémoire englouties qui se trouvent consignées sur le fond de la mer. Et ce navire est doté des dernières technologies afin de procéder à des fouilles, de réaliser des recherches au sein d'épaves et d'en savoir plus sur nos abysses. Le DRASM gère l'ensemble du patrimoine sur l'intégralité des eaux sous juridiction française de l'Atlantique au Pacifique et de l'Indien à la Méditerranée et dans la zone des 200 000. Alors évidemment, ça va de l'estran, du bord de plage jusqu'à des fonds très importants. Et donc on a développé ici au DRASM un certain nombre d'outils robotisés spécifiques pour la recherche archéologique sous-marine et nous allons en présenter quelques-uns au Prince. Des robots, l'un d'entre eux est un robot industriel que nous avons cannibalisé pour réaliser des tâches très spécifiques à nos métiers et d'autres sont des prototypes purs que nous réalisons avec un laboratoire d'informatique, de robotique, de microélectronique de Montpellier qui sont des machines vraiment très spécialisées qui ont vocation plus tard à être diffusées dans un public plus large. Basé à Marseille, l'André Malraux a donc quitté la cité phocéenne mais pas les eaux de la Méditerranée. Les équipes du DRASM tenaient tout particulièrement à présenter ce navire respectueux de l'environnement à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, très engagé en faveur de la préservation des mers et des océans. Pour nous, c'est important d'abord parce qu'on veut établir des coopérations spécifiques avec le musée océanographique et l'Institut océanographique à Monaco. Par ailleurs, le prince est quand même une personnalité qui aujourd'hui a une réputation extraordinaire dans le domaine du maritime. Il semblait un peu difficile, notre base est à Marseille, même si on travaille sur l'ensemble des eaux françaises, mais il semblait difficile qu'on n'ait pas un jour l'opportunité de lui présenter nos travaux et de voir avec lui si on peut établir des passerelles de coopération avec Monaco. Et après cette étape en principauté, le navire voguera de nouveau sur les flots afin d'être un support de plongée humaine et robotisé en poursuivant un objectif, celui de contribuer à la recherche archéologique et scientifique. De la mer, nous retournons sur la route. Place au sport automobile. Venturi a dévoilé sa monoplace électrique qui sera utilisée pour cette nouvelle saison de Formule E. Et pour ce baptême, c'est le Prince Albert II qui était au volant. Reportage de Dominique Poulain. C'est dans les jardins privés du Palais que Venturi a dévoilé sa nouvelle voiture qui participera au championnat 2016-2017 de Formule E. Et c'est le Prince Albert II qui a eu le privilège de présenter la monoplace de l'écurie monégasque en roulant quelques mètres. Une séquence immortalisée par de nombreux photographes et caméramens est tout un symbole car Venturi incarne les valeurs de prestige, d'innovation, de performance et de respect de l'environnement. C'est une aventure qui continue mais qui prend une autre dimension avec cette toute nouvelle voiture et on espère bien sûr que Venturi pourra jouer les premières places tout au long de la saison de Formule I et je crois que c'est une grande fierté que cette écurie monégasque soit performante et fasse briller les couleurs de la principauté dans ce championnat qui est important et qui est vraiment pour tout ce que cela représente. Et vous savez
combien je suis attaché à la mobilité propre et à tout ce qui peut favoriser et faire la promotion non seulement des véhicules électriques, mais des énergies propres, des énergies renouvelables. Et donc je crois que ça serait un formidable... C'est déjà un formidable symbole, ça serait encore un symbole encore plus fort s'il y a des victoires au bout. La saison 2 n'était pas encore terminée que les ingénieurs et techniciens planchaient déjà sur les nouveaux bolides, une mission commencée en février dernier. Parmi les nombreux changements, une boîte de vitesse dotée de 2 rapports au lieu de 4 et une cure d'amincissement. 2 grosses améliorations, la masse et la deuxième, le rendement. La masse est descendue à 880 kg, donc il y a eu un très gros travail de fait de ce côté-là. Nous, globalement, on a gagné 28 kg en retravaillant les matériaux et l'architecture du véhicule. Et l'autre sujet qui est très important dans la Formule AI, c'est le rendement, l'efficacité. Donc c'est-à-dire combien de puissance on va pouvoir mettre à la roue finalement, parce qu'on sait qu'on perd entre le moteur et la roue. Il y a une chaîne cinématique et on perd de la puissance. Donc nous, on a travaillé énormément sur ce côté-là aussi, où on a gagné 1 point de rendement, ce qui nous permet d'avoir juste 2% de perte à la roue, ce qui est énorme. Les pilotes pour la saison à venir seront le Français Stéphane Sarrazin et l'Allemand résident monégasque Mauro Engel. Il vient des courses GT, mais il est un débutant en Formule E. La Formule électrique, c'est quelque chose de vraiment spécial pour le pilote parce que ça unit le pilotage rapide qu'on connaît de d'autres catégories, pousser au maximum la voiture. Par contre aussi le côté du management de l'énergie, qu'il faut réfléchir, qu'il faut vraiment bien se préparer, car tout ce qu'on fait, donc rester à fond plus longtemps, a des conséquences derrière. Donc il faut bien stratégiquement préparer sa course. Donc c'est c'est une course très complète. Mauro Engel tentera de mener Venturi plus haut que la saison dernière où l'écurie monégasque avait terminé 6e au classement des constructeurs. On s'est tous fixé des objectifs. Maintenant, il faut voir à Hong Kong pour vraiment pour voir dans la première qualif où est-ce que se situent les différents teams, quelles sont les possibilités. Certainement, nous, on va à Hong Kong avec le but, avec notre nouvelle boîte, avec notre nouvelle voiture saison 3, de marquer des points. Tout ce qu'on peut prendre au-delà, ce serait un bonus. Pour moi-même, ça sera ma première course de Formule E, mon premier E-Prix. Donc le premier but, c'est de marquer des points. Mais clairement, dans un futur un peu plus à mi-temps, on veut combattre pour des victoires. Donc ça, c'est le but absolument de s'établir dans les meilleurs teams. Pour sa 3e saison dans le championnat de Formule E, Venturi aura à ses côtés d'autres grandes équipes internationales comme Renault, DS Virgin, Jaguar ou encore Audi. La première manche de ce championnat, disputée par des monoplaces 100% électriques, débutera le 9 octobre dans les rues de Hong Kong. Ce championnat s'achèvera en juillet 2017 après des escales notamment à New York et à Montréal, mais aussi à Monaco et à Paris en mai prochain. Et le e-Prix de Monaco se déroulera le 13 mai. Vous avez pu le voir dans une précédente édition, le Prince Albert II était en déplacement officiel aux États-Unis. Après Washington, direction New York, où le souverain a inauguré un salon dédié à la Princesse Grace dans la toute nouvelle boutique Cartier. Reportage sur place d'Alexandra Pani et Sylvain Péromal. C'est sur l'une des avenues les plus célèbres au monde que la maison Cartier s'est installée en 1917. Située sur la 5e avenue à New York, cet ancien hôtel particulier abrite une impressionnante collection de joaillerie, d'horlogerie et d'accessoires de la mythique maison française sur 5 niveaux. La Mansion Cartier vient de subir une importante rénovation qui aura duré plus de 2 ans. Au 2e étage de cette imposante demeure, un tout nouveau salon vient d'être inauguré en hommage à la Princesse Grace de Monaco. Cartier est fournisseur officiel donc, de la famille Grimaldi depuis 1920, même si nous avons trace effectivement d'autres objets qui ont été vendus à la famille de façon antérieure à 1920. Et donc en fait c'est une occasion, une opportunité qui était de célébrer cette histoire commune. Et n'oublions pas donc que la bague de fiançailles de la princesse Grace offerte par donc, le prince Régnier était une bague Cartier. Et effectivement c'est une opportunité de célébrer l'engagement, l'amour et le diamant dans ce salon qui est effectivement unique dans son genre, qui a été créé en fonction, je dirais, de l'histoire commune Cartier et la princesse Grace. Et je dirais même que les couleurs, le dessin des boiseries, tout a été conçu en fonction de cet honneur que nous avons donc de dédier ce salon à la princesse Grace. Le prince Albert II a lui-même inauguré ce nouveau salon dédié aux diamants.
De nombreuses photographies et portraits de la princesse Grace y figurent. Les armoiries de la famille princière ont été reproduites afin de recréer un air de principauté en plein cœur de Manhattan. C'est une longue histoire entre ma famille, la principauté et la maison Cartier. Et c'est un vrai plaisir que de redécouvrir cet endroit prestigieux et historique de Cartier aux États-Unis, avec ce salon que Cartier a voulu dédier à ma mère et à ma famille, avec bien entendu des bijoux anciens et nouveaux, et quelques-unes des pièces qui ont appartenu à ma mère. D'importantes pièces ayant appartenu à la princesse Grace ont été prêtées par le palais princier. Pièce phare de cette exposition, la bague de fiançailles offerte par le prince Régnier III. C'est donc sous le thème de l'amour qu'est placé ce tout nouvel écrin. Je crois que c'est l'occasion aussi pour les personnes qui n'ont pas connu ma mère, mais même aussi ceux qui l'ont connue, de voir bien sûr sa beauté, sa personnalité, mais aussi tout ce qu'elle représentait, tout ce qu'elle a pu donner aux autres, comme amour pour les autres et comme élan de générosité qu'elle avait. Je crois que ce sont des mots que nous avons tous pu, ses enfants, mais aussi ses proches, prononcer depuis sa disparition, à quel point elle incarnait la générosité et le souci de l'autre. Et je crois, et j'espère qu'à travers cette évocation, ici à Cartier, ces valeurs pourront être transmises aux générations futures. Parmi les invités de cette soirée, les membres de la Princess Grace Foundation USA, la maison Cartier soutient depuis de nombreuses années les actions de la fondation, qui, rappelons-le, a pour mission de promouvoir des jeunes talents dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la danse. Un ouvrage vient d'être présenté au Théâtre des Variétés par le professeur Delumlé, spécialiste en paléontologie. Le récit de Sandrine Nègre sur des images de Lionel Bernardi. Elle est le fruit d'années de travail et de recherche. Cette publication, qui présente la monographie de la grotte du Cavillon, fait directement écho à notre passé et notre histoire. Nous présentons aujourd'hui la sépulture de la dame du Cavillon, une personnage, une grande dame de la culture gravétienne, qui est morte à l'âge de 37 ans, il y a 24 000 ans, et qui a été inhumée dans la grotte du Cavillon, à Grimaldi, dans la commune de Ventimille, sous la falaise des Bas-Roussé-Roussé. Et cette dame avait été parée, pour son voyage dans l'au-delà, d'une magnifique coiffe funéraire, constituée de coquilles marines perforées sur la coiffe, et de bandeaux de canines de cerf. Et on avait disposé au-dessus de son mollet gauche un jambelet qui était constitué aussi de coquilles marines. Et sa sépulture avait été saupoudrée d'ocre rouge. Et cet ouvrage, réalisé sous la direction du professeur Delumlé, avec des archéologues et chercheurs comme Elena Notaire-Rossoni, a été présenté à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II au Théâtre des Variétés. Il faut dire que les princes de Monaco n'ont jamais caché leur intérêt pour la paléontologie. La dynastie des Grimaldi s'est toujours intéressée à la préhistoire. Et bien avant même le prince Albert, le prince Régnier, le prince Albert Ier, déjà le prince Lorenzi, un ancêtre du prince Albert II, avait fouillé en 1848 dans la grotte qu'on appelle aujourd'hui la grotte du prince Florestan. Et il avait mis en évidence cette grotte la contemporanéité d'animaux fossiles qu'on appelait alors les animaux diluviens et des outils taillés par l'homme préhistorique. Et d'ailleurs, à cette époque-là, la présence de l'homme à une époque si ancienne n'était pas admise, était contestée. On peut dire que le prince Florestan était un pionnier dans la recherche préhistorique. Et puis, le prince Albert Ier a organisé des grands chantiers de fouilles au pied de la falaise des Bas-Roussé-Roussé, et il a pu mettre en évidence en particulier les premières sépultures, car la sépulture du Cavillon, qui a été trouvée quelques années avant par Émile Rivière, était contestée. On disait que c'était un personnage qui était mort dans son sommeil, car on ne pouvait pas admettre que l'homme préhistorique avait des sépultures, croyait dans l'au-delà. Et pour approfondir vos connaissances sur cette thématique, vous pourrez également découvrir bien d'autres études menées par le professeur Delumlé dans la région.
Le palmarès de la Fondation Prince-Pierre pour cette année 2016 sera dévoilé le 4 octobre, salle Garnier. Monaco Info suivra cette soirée pour vous. Mais en attendant, Sandrine Nègre et Serge Prémont vous proposent une plongée au cœur du marathon de lecture. Vous faites peut-être partie de ces lecteurs qui participent activement au marathon de lecture. Ces ouvrages proposés ici à la médiathèque font partie de ceux sélectionnés par le Conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre dans le cadre de l'attribution du prix littéraire et de celui de la bourse de la découverte. C'est un rendez-vous chaque année qui est important puisque la Fondation Prince-Pierre associe les médiathèques de la région et donc la médiathèque de Monaco. Et nos lecteurs sont très sensibles à ce rendez-vous. Donc vous savez qu'on découvre à la fin du mois de mai tous les auteurs sélectionnés et durant l'été on voyage avec eux dans leur univers. Vous savez qu'on a plusieurs romans, donc de chaque roman, on a plusieurs volumes et l'été pour pouvoir avoir un livre disponible, il faut bien réserver son ouvrage. Donc ça prouve qu'il y a un franc succès et que les gens sont ravis de découvrir tous ces romans. Un marathon de lecture qui a donc pour objectif principal d'associer le public aux actions de la Fondation Prince-Pierre. Et les ouvrages sélectionnés sont très différents. Oui, une grande variété effectivement. 5 titres sur les 6 présentés, ça offre déjà beaucoup de belles découvertes. Évidemment, c'est toujours subjectif, il y en a qui m'ont plus plu, d'autres un petit peu moins et tout ça, mais il faudra en discuter titre par titre, mais c'est toujours un vrai plaisir de découvrir des choses différentes sur lesquelles on n'aurait pas pensé à mettre les yeux dedans s'il n'y avait pas le prix qui était là pour nous les proposer. En bibliothèque, justement, c'est le cœur de notre métier, c'est la médiation, c'est donc de faire découvrir des choses que les gens n'ont pas idée de prendre, et c'est justement de faire découvrir nos coups de cœur et de discuter avec le lecteur. J'ai aimé, est-ce que vous allez aimer aussi, et de confronter nos sentiments, nos impressions, nos découvertes, et c'est le vrai plaisir de ce métier. Et pour confronter ces impressions, les lecteurs et lectrices sont invités à participer, comme aujourd'hui, à un thé littéraire. Moi, j'aime particulièrement bien lire, donc c'est vrai que ça fait l'occasion de découvrir les auteurs de leurs premiers romans. Il y a un choix très varié, donc avec des sujets tout à fait différents. Bon, après, certains sont plus difficiles à lire que d'autres. On adhère ou on n'adhère pas, mais enfin après, le fait de pouvoir discuter avec les autres lecteurs ou lectrices, c'est bien d'échanger. Peut-être on a compris quelque chose différemment, on a peut-être d'autres opinions des lectrices. Et puis surtout de pouvoir après, lors de la rencontre avec les auteurs, de savoir exactement un petit peu le derrière, l'envers du décor, de savoir comment ils ont peut-être aussi, quelle est l'idée, pourquoi ils ont écrit ce livre, qu'est-ce qui les a inspirés dans ce phénomène. Et rappelons-le donc, prochain rendez-vous ici à la médiathèque, la rencontre avec les écrivains en lice pour la bourse de la découverte, le lundi 3 octobre dès 15h. L'offre sera encore extrêmement variée tout au long de l'année. Les archives audiovisuelles viennent de lever le voile sur leur programme de projection pour la saison 2016-2017. Patricia Navarro vous en dit plus. La saison 2016-2017 des projections des archives audiovisuelles promet encore de beaux moments pour les cinéphiles. De belles surprises aussi avec la venue de réalisateurs, Abel Ferrara notamment, et une fin de saison qui mettra à l'honneur le savoir-faire des équipes des archives audiovisuelles. On a le désir ardent de montrer au public, par l'image, les coulisses du travail qui est fait au quotidien aux archives audiovisuelles. Collecter des documents, comment ça se passe, mais il faut arriver à le montrer de manière visuelle au public, quelles sont nos collections, la richesse des entités, des particuliers, que contiennent ces archives. 50 000 documents aujourd'hui, c'est pas rien. Et puis le travail de sauvegarde, c'est un mot qui est un petit peu abstrait pour le grand public, raconter comment les archives s'occupent d'un film, essayent de le restaurer parfois, et en tout cas de le sauvegarder sur des supports pérennes, de manière à pouvoir les faire revivre.
Au-delà de cette soirée événement, la programmation des archives audiovisuelles s'articulera autour de plusieurs labels faisant partie du cycle Tout l'art du cinéma. Il y aura des projections pour les scolaires, des ciné-concerts, un grand film restauré et bien sûr, au cœur du concept, les fameux mardis du cinéma qui auront pour thématique croyances et dépendance. C'est un thème qui rappelle beaucoup de choses, évidemment. On y a pensé depuis quelque temps déjà, et comme je disais lors de la conférence de presse, on n'a pas eu, quand on y a pensé, on n'était pas pris dans les tourmentes qu'on connaît aujourd'hui liées à des exactions commises au nom de la religion. Donc c'est vrai que notre idée était beaucoup plus large, en fait. C'est-à-dire que le cinéma, d'un côté, a toujours à voir avec la croyance. On a cette nécessité, quand on est au cinéma, de croire à ce qu'on voit, et il y a eu beaucoup de textes, de réflexions qui ont été menées sur cette question de la croyance, qui est en relation aussi avec quelque chose qui est de l'ordre du religieux ou du mystique ou parfois même du mythe. On a aussi parlé des salles de cinéma comme des cathédrales. Enfin bon, il y a comme ça une façon un rapport au fait d'aller au cinéma, le collectif, quelque chose qui tourne autour de la croyance. Premier rendez-vous du cycle Tout l'art du cinéma des archives audiovisuelles, mardi 11 octobre. Vous pourrez assister à la projection de La vie de château de Jean-Paul Rappeneau au Théâtre des Variétés. Oui, voilà. Alors tu viens jouer la comédie à ton père. Papa, mon mari ne m'aime pas. Je ne pas de ma fille. Alors de qui? Des Américains. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils débarquent demain matin. Septembre est synonyme de rentrée pour beaucoup de personnes et c'est le cas aussi pour le Grimaldi Forum et ses Thursday Live Sessions. Un jeudi par mois, un concert est organisé à l'Indigo et ce jeudi, sur scène, c'est au tour de David Zink la présentation de ce chanteur dans ce reportage. Oh my, save my place. I'll be home when I see your face. Chanteur, ou plus exactement songwriter, ce musicien du nord de l'Angleterre a élu domicile à Nice. Entre-temps, il a croisé la route de son futur producteur, le chanteur Mehdi. David Zink, un mélange de pop indé, de blues, de country, teinté de sonorités folk. Pour l'écouter en live, rien de plus simple, il suffit de se rendre au Grimaldi Forum ce jeudi. J'ai un album qui va sortir au début de l'année prochaine et être au Grimaldi Forum, c'est une opportunité pour moi, mais aussi pour le groupe. On va pouvoir jouer ces titres-là et notamment le single. On veut juste passer un bon moment, travailler les sons du prochain album en live. J'espère que ce ne sera pas trop mal, mais ça devrait être fun. Les Thursday Live Sessions ce jeudi au Grimaldi Forum sur la scène de l'Indigo. L'entrée est gratuite, seules les consommations sont payantes. Au programme un DJ dès 18h30, le live avec David Zink aux alentours de 20h30. Carry me home on this peaceful way. Oh my, save my place. I'll be home when I see your face. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Mercredi, une belle journée ensoleillée, peu de vent et des températures agréables de 20 à 26 degrés. Même chose pour jeudi et vendredi, les températures sont même légèrement au-dessus des normales de saison. En revanche, le temps changera samedi avec moins de soleil et l'apparition de nuages d'averses. Et enfin, le retour du beau temps à partir de dimanche. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes avec, pour commencer, votre magazine ciné de José Sacré. À très bientôt, au revoir.